Bienvenue à tous et à toutes dans ce premier numéro de l'année 2021 de l'émission Écologie et Conscience. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique que vous connaissez déjà, c'est-à-dire la thématique de ville durable. Mais cette fois-ci, comment repenser la ville dans le processus de décentralisation dans le cas du Togo. Et nous sommes avec une experte dans le domaine de développement durable. Elle s'appelle Madame Mélanie Malembo. Elle est française et elle est au Togo. Elle partage avec nous son regard, ses observations sur les villes durables, côté la France et maintenant en Afrique, au Togo, comment nous devons repenser nos villes pour que ça soit adapté à nos besoins en tant que citoyens, que ça soit inclusif et surtout repenser au développement de nos villes, adapté au concept de développement durable et de décentralisation. Bienvenue et d'ores et déjà nous vous souhaitons bonne année. Écologie et conscience, la conscience écologique. Bonjour Madame Mélanie. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. J'avoue que ça a été difficile de vous avoir, mais finalement, vous êtes avec nous. Alors, nous parlons aujourd'hui d'une thématique très importante et ça, c'est la thématique de ville durable. Que représente pour vous la thématique de ville durable? Alors, une ville, qu'est-ce qu'on fait dans une ville? En fait, dans une ville, on habite, on se nourrit, on se récrée. Et donc, en fait, une ville, ça doit être un lieu qui permet de faire ces trois activités. Et une ville durable, c'est vraiment une ville qui va offrir une qualité de vie, une inclusivité pour chacun. Donc, c'est-à-dire qu'elle va permettre de se déplacer facilement, d'avoir accès aux services auxquels on veut avoir accès, et en ne mettant personne de côté. Donc en intégrant les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, la jeunesse, chacun. Et elle va offrir les conditions nécessaires pour pouvoir se récréer, habiter dans de bonnes conditions. Et le tout en limitant, en préservant la ressource et en limitant notre utilisation de la ressource pour permettre que nous puissions aujourd'hui habiter ces villes, mais que les générations futures le puissent aussi. Parce qu'on n'aura pas utilisé toutes les ressources à notre disposition. Et du coup, c'est un défi qui est d'autant plus difficile à atteindre en milieu urbain, qu'en fait, il y a des défis très forts en milieu urbain qui sont celui de la densité des populations. Donc on est vraiment sur des milieux avec beaucoup de personnes, avec beaucoup de services, beaucoup de fonctionnalités, à la différence des milieux ruraux, où en fait il y a encore de l'espace, il y a moins de personnes présentes, etc. Et du coup, les défis de bien vivre sont d'autant plus difficiles dans un milieu urbain. Et c'est là où la ville durable prend tout son sens. C'est vraiment arriver à bien vivre en milieu urbain pour nous, pour les générations futures, en ne détruisant pas trop les ressources qui sont à notre disposition. Et donc ça, c'est vraiment l'idée. Et après, ça s'applique sur toutes sortes de domaines. Ça s'applique sur bien gérer les déchets, sur bien gérer les flux d'eau, les ressources en eau, permettre des mobilités qui ne sont pas trop carbonées, qui permettent de se déplacer facilement, de déplacer une grande masse de population. C'est aussi sur le process, comment on construit une ville durable, c'est inclure chacun des habitants dans le projet de ville durable, c'est le gouverner ensemble, de manière collective, avec chacun. Donc c'est sur toutes ces thématiques-là que s'applique la ville durable. Et pour moi, la ville durable aussi, il ne faut pas la décorréler du territoire dans lequel elle s'inscrit. Donc il y a une ville durable, il y a une ville, mais la ville en fait, elle est dans un territoire, dans une région, elle est accolée parfois à d'autres villes, elle est reliée à d'autres villes, à d'autres territoires ruraux. Et du coup, il faut vraiment penser la ville durable de manière globale, de manière holistique, et ne pas oublier qu'elle n'est pas isolée, qu'elle est en permanente interaction avec d'autres territoires. Et donc il faut aussi la penser en interaction avec des mobilités entre villes, peut-être mettre en place des systèmes pour fusionner certains flux, ou en tout cas bien penser cette ville à une échelle plus globale que simplement là où elle est présente. Alors, vous êtes une experte dans le domaine. Parlez-nous de votre expérience, Madame Mélanie.
En effet, je travaille depuis quelques années sur ces sujets, à la fois de développement durable, mais surtout je me suis spécialisée sur les villes durables, ou ce qu'on appelle aussi les smart cities, les villes intelligentes, c'est-à-dire comment on peut utiliser la technologie pour améliorer les villes et faire en sorte qu'elles soient plus durables, donc en termes économiques, en termes sociaux et en termes environnementaux à l'avenir. Et donc j'accompagne plusieurs types d'acteurs, à la fois les collectivités publiques, les municipalités, les régions, sur leur idée, la vision qu'elles ont de leur ville. Et donc en général, les élus, les acteurs locaux ont envie de construire une ville qui soit forte, une ville qui soit durable, qui soit inclusive pour tous leurs habitants, mais ils ne savent pas comment faire. Ils n'ont pas les outils méthodologiques pour faire cela. Et c'est là où nous, en tant qu'experts, on les accompagne en leur apportant les méthodes pour construire une vision commune de la ville durable, une feuille de route et ensuite le plan d'action pour la mettre en œuvre. Sur des actions très simples de construire une piste cyclable, mais aussi mettre de l'éclairage intelligent qui va détecter les mouvements et qui du coup va s'allumer simplement quand il y a besoin. Ça permet une économie d'énergie. Voilà, on va vraiment construire par des ateliers, par des interviews, par des rencontres avec les citoyens. On va aller sur un territoire, sur une ville, et on va construire avec eux une vision de la ville de demain qu'ils veulent, qui soit inclusive, sociale, durable et inscrite dans l'équilibre économique du territoire, car c'est important. Il ne faut pas que l'équilibre économique soit mis de côté et que en fait, le développement d'une ville durable, environnementale, se fasse au détriment de l'équilibre économique. Et ça, c'est un point très important. Et donc en fait, on va vraiment accompagner l'ensemble de ces acteurs pour identifier leurs besoins, les caractéristiques de leur territoire et comment on peut construire une ville qui soit à leur image, à leurs usages, à leurs besoins. Donc voilà, c'est ces élus qu'on accompagne. Et ensuite, on les accompagne à la fois sur le côté stratégique, donc en amont d'un projet d'aménagement, donc d'aider les élus à définir ce qu'ils veulent avec les citoyens, avec tous les acteurs de la ville. Et ensuite, on va aussi les accompagner sur la mise en œuvre opérationnelle. Parce que quand on a une vision, une stratégie, une idée, après, il faut avoir les outils pour pouvoir le mettre réellement en œuvre sur le terrain. Et c'est là le défi se pose. Vraiment. Et voilà, et c'est là où le défi se pose et c'est là où il faut être en étroite collaboration avec les acteurs. Et en fait, on va les accompagner sur les méthodes, sur les préconisations environnementales, en fait, il y a une multitude dans un projet d'aménagement, il y a une multitude d'acteurs. Il y a les constructeurs, il y a les vendeurs de lots, les vendeurs d'immeubles, des locaux qui ont été construits. Il y a tout ce qui va être espace public. Donc là, c'est plutôt la personne publique, la ville, qui va devoir créer les voiries, qui va créer les espaces récréatifs, les parcs, les jeux. Et du coup, on met tous ces acteurs en commun, en relation, et surtout, on fait des préconisations pour chacun des acteurs. Donc il y a la vision générale, la stratégie, et ensuite il faut traduire cette vision générale en recommandations pour chacun des acteurs spécifiques, parce que chaque acteur a ses intérêts, a ses enjeux, a ses objectifs aussi. Et du coup, il faut vraiment adapter cette vision à chaque acteur pour qu'il sache, il faut lui traduire dans son langage, en fait, pour qu'il sache quoi mettre en œuvre et comment le faire. Donc voilà, on les accompagne aussi sur cette traduction d'une stratégie ou d'une vision globale de la ville durable en préconisation, actions très précises à mettre en œuvre par chaque acteur. Et enfin, le dernier point sur lequel je travaille et qui est réellement important, c'est l'évaluation. C'est ensuite d'aider les acteurs à mettre en place un dispositif d'évaluation, à créer des indicateurs, que les indicateurs soient qualitatifs ou quantitatifs, pour qu'ils puissent mesurer les impacts de leur action. C'est-à-dire à la fois, est-ce que l'action a été mise en place? Est-ce qu'elle a vraiment eu lieu? Et quels ont été les impacts de mon action? Est-ce qu'il y a vraiment eu plus de vélos dans ma ville parce que j'ai mis une piste cyclable? Donc voilà, c'est les impacts directs. Et puis il y a aussi les impacts plus indirects qui sont, est-ce que ça a vraiment amélioré la qualité de l'air de ma ville? Est-ce que je peux mesurer une pollution qui est moindre? Est-ce que ça a amélioré la qualité de vie de mes citoyens? Est-ce qu'ils sont plus heureux? Est-ce qu'ils trouvent que c'est plus facile d'aller au travail? Voilà. Donc il y a vraiment cette évaluation aussi qui est très importante et qui est très difficile à mettre en place. Donc on les accompagne là-dessus aussi. Et c'est très important parce qu'en fait, ça va permettre ensuite de partager les bonnes pratiques.
ce qui a marché, Mhm. pourquoi ça a marché, Mhm. qu'est-ce qui a fait, quels sont les points qui ont fait que ça a marché, qu'est-ce qu'il faut reproduire sur la même ville, mais ça permet aussi d'échanger avec d'autres villes D'autres et villes. d'aider d'autres villes dans cette démarche. Et puis ça permet aussi de mettre en exergue les points qui ont moins bien marché, de prendre le temps de se dire pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en place à la place pour que ça puisse fonctionner correctement. Donc ça permet de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour faire une amélioration et repenser la stratégie. Merci beaucoup, Madame Mélanie. Alors, en France, actuellement, quel est le défi en matière de la gestion des villes? Pour donner un peu quelques éléments de contexte, en France, la ville durable, intelligente, est d'abord apparue sous forme de ville technologique. Donc on a mis en place beaucoup d'outils numériques, des applications, etc., pour améliorer la ville et surtout utiliser moins de ressources. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas suffisant. En fait, faire ce qu'on appelle une ville, une smart city, une ville que numérique, ce n'est pas suffisant parce que c'est pas toujours adapté aux citoyens. Tout le monde n'utilise pas les applications, tout le monde ne sait pas comment elles fonctionnent. Et puis, une ville durable, environnementale, c'est basé, oui, sur la réduction des ressources, de l'utilisation des ressources. Et c'est vrai que le numérique peut aider, on peut détecter plus facilement les fuites d'eau, donc ça aide pour économiser la ressource. Mais par contre, le citoyen est moins impliqué. Une ville environnementale, c'est aussi une ville où on implique les citoyens pour qu'ils aient les bons gestes, pour qu'eux aient une action qui ait moins d'empreinte environnementale. Donc qu'ils soient éco-citoyens. Voilà, exactement, qu'ils soient éco-citoyens. Et la ville tout numérique ne permet pas totalement ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, un des enjeux fondamentaux en France, c'est aussi de faire comprendre aux élus, aux responsables municipaux, des régions, que installer que du numérique dans leur ville, ça ne permettra pas de faire une ville durable. Il faut aussi qu'il y ait toute une implication des citoyens, il faut repenser la ville, et il faut aussi qu'ils sachent que parfois, il ne faut pas des grandes actions. Parfois, c'est des petites actions, tout simplement, qui peuvent permettre mettre une piste cyclable sur une voie où beaucoup de personnes utilisent pour aller au travail. Il y a des toutes petites actions qui pourront avoir un grand impact et qui n'impliquent pas le numérique. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment aussi un des enjeux, c'est de bien préciser que la ville durable n'est pas que la ville numérique. Et bien sûr, le deuxième enjeu en France, c'est, contrairement par exemple au Togo, me semble-t-il, il y a beaucoup de cadres réglementaires. Donc en fait, on a le PLU, on a le PLUI, qui sont les plans urbains, les plans locaux d'urbanisme, et qui réglementent tous les espaces dans la ville. Si on peut construire, si on n'a pas le droit de construire, si ça doit être un espace public, est-ce que ça peut être vendu pour le privé, tout est réglementé. Et c'est aussi réglementé à l'échelle du territoire. Donc la ville, le responsable de la ville, le maire, les élus d'une ville, doivent respecter aussi les plans territoriaux qui ont été mis à l'échelle d'un territoire. Oui. Et du coup, il y a aussi cet enjeu d'arriver à faire le lien entre ces plans réglementaires de la ville, ce plan réglementaire du territoire et les envies des élus, les envies des citoyens. Donc pouvoir créer une vision, une ville qui s'intègre et qui s'inscrit dans tous ces cadres-là. Et c'est aussi un enjeu, un grand enjeu. Et je crois que le dernier enjeu qu'il est important d'évoquer, c'est la gouvernance. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une ville possède une multitude d'acteurs, des acteurs privés, des acteurs publics, des acteurs associatifs, citoyens. Et en fait, sur toutes les phases de la construction d'une ville durable, il est important qu'il y ait un dialogue permanent entre ces acteurs. Et c'est là un très grand enjeu parce qu'ils n'ont pas toujours forcément l'habitude de travailler ensemble. Ce que je peux observer aussi dans mon travail, c'est que parfois, même au sein d'une mairie, il y a les élus, il y a les responsables techniques, le responsable technique eau, le responsable technique déchets, et en fait, ils ne se connaissent pas, ils ne parlent pas ensemble. Donc, il n'y a pas de la synergie d'action. Exactement. Il n'y a pas de synergie d'action, alors qu'en fait, une ville durable, en termes social, environnemental, économique, c'est une ville qui a un regard global, holistique, et où les liens sont faits entre les différents secteurs.
Et donc, en fait, une grande partie du travail et l'enjeu aujourd'hui auquel on fait face, en France en tout cas, c'est aussi de faire dialoguer ces acteurs pour mettre en place une synergie, parce qu'en fait, ils ont les solutions. En général, les solutions sont là. C'est simplement qu'il faut qu'il y ait l'instauration d'un dialogue pour les partager. On revient en Afrique et précisément au Togo. Madame Mélanie, c'est votre première fois en Afrique et c'est le Togo qui vous accueille pour la première fois, votre pied sur le sol africain et surtout au Togo. Alors, quelles sont vos observations sur les villes du Togo en tant qu'une experte dans le domaine? C'est en effet ma première fois en Afrique et au Togo que je remercie parce que j'ai eu un accueil très chaleureux. Et j'ai en effet pu me rendre dans plusieurs villes, Karak, Palimé, Anéro, Lomé. Et il y a bien sûr donc, une multitude de différences, mais quelques éléments qui ont pu me marquer et qui marquent, je pense, beaucoup de personnes européennes qui arrivent au Togo, c'est notamment la gestion des déchets. On observe au Togo une gestion qui n'est pas forcément complètement en place. Alors que, par exemple, dans les pays européens, c'est un service public qui fonctionne relativement bien. Donc c'est bien sûr le premier élément, la gestion des déchets. La gestion aussi des eaux pluviales, où on observe en fait les canaux d'assainissement à même le sol dans les rues de Lomé et dans les rues des autres villes. Alors que sur des pays européens, par exemple, les services d'assainissement vont être séparés, pas forcément sur l'espace public de la voirie. Donc c'est des éléments, bien sûr, qui marquent. La mobilité est aussi entièrement différente. Elle implique aussi toute une activité économique, parce que, en fait, il y a peu de transports collectifs. C'est souvent du transport individuel, que ce soit par moto ou par voiture. Il y a aussi peu de mobilité douce. Et surtout, alors que dans les pays européens, la mobilité douce va être quelque chose de très apprécié, de très valorisé. Qu'est-ce que vous mettez dans mobilité douce? Oui, la mobilité douce, c'est tout ce qui va être ou mobilité active. Donc c'est la mobilité qui est décarbonée, donc qui n'utilise pas de ressources comme peut le faire la voiture, la moto. Donc ça va être le vélo, ça va être à pied. Ça peut être aussi en trottinette, en roller, n'importe quoi, mais souvent c'est surtout le cyclisme et être piéton. C'est aussi une mobilité qu'on appelle mobilité active, parce qu'en fait l'individu est actif de par son mouvement. Voilà, donc c'est ce qu'on retrouve sous cette terminologie. Et c'est vrai qu'au Togo, en fait, il y a quelques piétons, on observe dans les villages, dans les zones plutôt rurales, quelques cyclistes, mais la majorité de la mobilité, en fait, est carbonée et est constituée par les voitures et les motos. Par contre, il y a certains éléments qui m'ont vraiment marqué positivement et enthousiasmé. Il y a quand même en France, par exemple, pour faire un comparatif, on observe un problème d'artificialisation des sols, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons tout bétonné. Donc aujourd'hui, dans certaines villes, tout est bétonné, il y a très peu d'arbres, où les arbres sont aussi malades parce qu'ils n'ont pas l'espace et la terre nécessaire avec les nutriments nécessaires pour se développer. Et c'est un réel problème parce qu'on fait face, surtout avec le changement climatique et la montée des températures, on fait face à une hausse des îlots de chaleur. Donc c'est des espaces en ville où il fait très très chaud. Soit parce que c'est en plein soleil, soit parce qu'en fait il y a plusieurs bâtiments bétonnés autour. Compactés. Exactement, et qu'il faut en fait une sphère de chaleur. Et en France, ou même dans beaucoup de pays européens, c'est très présent parce que tout est bétonné et le béton capte la chaleur et la rend ensuite. Et en fait, vu qu'il y a moins de béton, que les rues sont encore sous forme de vont et de terre à Lomé notamment, mais aussi dans les autres villes, il y a moins ce phénomène ici et il n'y a pas ce problème d'artificialisation des sols. Et puis on retrouve aussi donc ce qui est dans la culture, un aspect très, très culturel des arbres à palabres ici. Qui en fait, et c'est une thématique aujourd'hui que j'apprécie beaucoup et sur lequel on commence de plus en plus à travailler en France et on s'inspire énormément des pays comme le Togo où en fait il y a cette notion et cette culture de l'arbre à palabre
qui est à la fois un lieu de rencontre sociale, donc en fait qui est vraiment un lieu et une fonctionnalité de la ville, échanger, se retrouver, discuter ensemble, et qui en plus crée un îlot de fraîcheur par l'ombre, par un arbre qui transforme le CO2 en oxygène, qui crée un îlot de fraîcheur qui est très appréciable. Et c'est vraiment quelque chose qui est nouveau dans nos pays en Europe, et dont on s'inspire fortement des pays africains. Donc en Afrique, c'est une valeur à préserver. Tout à fait, c'est une réelle plus-value, c'est une réelle valeur qu'il faut préserver, c'est sûr. Et il y a un dernier élément qui m'a marqué, c'est celui de la culture de l'échange et du dialogue. Et comme je le disais lors de l'une de vos premières questions, en France, on fait face à un enjeu de dialogue entre les acteurs qui est très fort. Et il y a moins cette culture du dialogue, il y a moins ces échanges. J'ai l'impression, en tout cas comme première impression, j'ai pu apercevoir que le Togo est quand même ancré dans ces valeurs du dialogue, de l'échange. En discutant avec un maire, il a pu nous expliquer qu'il était en atelier. C'est déjà des processus en termes de gouvernance qui existent et qui marchent très bien. Et ça aussi, c'est un point très fort et qu'il faut préserver, je pense, pour les villes durables africaines de demain. Très riche ce que vous partagez avec nous. Et selon vous, comment doit repenser l'aménagement des villes aujourd'hui afin qu'elles répondent aux critères d'une ville durable? Alors je pense que ce qu'il est vraiment important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de critères fixes d'une ville durable. C'est des visions différentes. Pour certaines villes, il va falloir plus axer sur les mobilités. Pour d'autres, il va falloir plus axer sur la nature en ville. Pour d'autres, sur la gestion des déchets. Ça pourrait par exemple être une des priorités de Lomé. Voilà, il n'y a pas de critères très précis et fixes d'une ville durable. Mais il faut l'adapter à chaque contexte local, à chaque modèle de ville, à chaque type de fonctionnalité, d'habitants qu'héberge la ville. C'est vraiment un point important. Et en fait, aujourd'hui, il faut apporter aux responsables de la ville, aux élus, mais aussi aux citoyens, l'expertise et les méthodes pour construire cette vision de la ville globale. Et pour cela, je pense que construire une ville et un aménagement durable, il faut surtout d'abord construire un diagnostic. Il faut d'abord observer, évaluer, comprendre comment fonctionne la ville, comment fonctionnent ses habitants, quels sont les flux, tout simplement à quelle heure part-il le matin, pourquoi il y a des embouteillages à 8h et pas à 10h. C'est des petits éléments de la vie quotidienne, mais qu'il est important de diagnostiquer. Diagnostiquer aussi quelles sont les ressources les plus utilisées. Est-ce que les habitants vont surtout être consommateurs en eau? Est-ce qu'ils vont être surtout consommateurs en énergie? Est-ce qu'ils vont produire beaucoup de déchets? Quel type de déchets? Voilà, c'est tout ce diagnostic des acteurs présents, les élus, d'autant plus avec le phénomène de décentralisation qui est en œuvre au Togo. Voilà, il y a aujourd'hui des acteurs qui vont naître, des gouvernances qui vont se mettre en place, et c'est tout cela qu'il va falloir observer. Oui. Quels sont les acteurs en présence? Qui a les clés? Qui a un levier pour changer les choses? Quelles sont les associations présentes? Vraiment identifier les acteurs et identifier les dynamiques en place, comment fonctionne la ville, quels sont les leviers qu'elle a déjà à disposition. Et ce diagnostic va être différent pour chacun. Pour chaque ville, ce diagnostic va être différent. Et à partir de ce diagnostic, on peut commencer à construire ce que j'appelais la vision commune de la ville, la stratégie commune de la ville, par des ateliers de concertation avec les citoyens, avec les différents acteurs, etc. Et de là, quand on a une stratégie commune, on se dit, bon ben, ma ville, les besoins, les problèmes, c'est cela. Les actions prioritaires à mettre en place, c'est la mobilité. Ou les actions prioritaires, c'est réinvestir la nature dans la ville. Permettre qu'il y ait moins d'îlots de chaleur, permettre qu'il y ait moins d'artificialisation des sols, moins de béton. Quand on a construit cette vision de ce qu'on veut, avec les citoyens et les acteurs, on peut mettre en place un plan d'action, avec une hiérarchisation des actions, observer quels moyens j'ai, quel financement j'ai, quel acteur je dois impliquer, et là, construire des actions concrètes à mettre en œuvre opérationnellement avec, voilà, j'ai tel moyen déjà à disposition, en vue de mes moyens, des leviers financiers que j'ai, du temps que j'ai et des priorités émises par les citoyens, les élus, les habitants, eh bien, telle action est prioritaire,
je mets celle-ci en place, puis dans le temps, je mettrai celle-ci et ainsi de suite. Et c'est vraiment, ce plan d'action va être vraiment personnalisé pour chaque ville. C'est là où, par exemple, je peux intervenir sur aider les villes dans la construction de ce plan d'action. Mais voilà, ce qu'il faut construire l'aménagement durable, pour moi, c'est surtout le faire de manière concertée, impliquer chaque acteur en présence et vraiment être à l'écoute des citoyens et des usagers. Parce qu'en fait, une ville, elle est construite par et pour les usagers. C'est eux qui vont l'utiliser et on aura beau mettre en place certains aspects, si ce n'est pas approprié par l'usager, s'il ne comprend pas le fonctionnement, s'il n'utilise pas au jour le jour, en fait la ville ne va pas vivre. La ville n'aura pas d'ambiance, la ville n'aura pas d'identité et c'est chaque citoyen qui construit l'identité de la ville. Donc ce qui est important, c'est de bien diagnostiquer, de construire un plan d'action solide et surtout qu'il soit porté par une gouvernance structurée et collective, de manière concertée avec les habitants, en identifiant bien leurs usages, leurs besoins, de manière concertée, donc comme je disais, avec les habitants, les associations, les élus, et portée politiquement aussi, pour qu'il y ait un message fort et un portage qui permette une réelle mise en œuvre sur le terrain. Merci beaucoup de partager toutes ces réflexions avec nous dans cet entretien. Nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de fin? Je pense que le Togo est un très beau pays, qu'il a des atouts indéniables en termes de nature, de paysage, de culture, et qu'il faut vraiment se faire confiance, construire collectivement les villes que le Togo souhaite. Et je pense qu'il y a tout ce qu'il faut ici pour construire des villes adaptées aux besoins et à chacun dans l'avenir. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien très riche avec notre experte, Madame Mélanie Malembo. Elle nous a permis de rentrer dans la thématique de ville durable et surtout comment repenser l'aménagement des villes afin qu'elles répondent aux défis de ville durable et surtout pour le Togo dans le processus de décentralisation. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est un numéro spécial qui commence l'année 2021. Merci beaucoup et restez scotchés pour d'autres aventures. Éco-Conscience TV. Pour des citoyens éco-responsables, Abonnez-vous.